pense à la mais je ne vois pas. Et alors, je lui dis, en plus, si vous pensez qu'on s'est cotisé à part deux ou Collignon pour payer des études, là aussi, je pense que ça ne s'est pas passé comme ça. Bah, toujours est-il que, en plus, j'étais convoqué à la cour d'assises. Ah, qu'est-ce qu'il fallait faire à la cour d'assises? Donc j'ai entendu, et j'ai entendu, qu'est-ce que vous avez fait? Je devais le voir, et pour quelle raison? Je n'en sais rien, parce que derrière tout ça, il est apparu que cause on avait marre de la présidence de Spitas, que Spitas ne l'écoutait plus, n'exécutait plus ses ordres comme au début. Et donc il avait nourri avec d'autres l'idée de le défenestrer. Et j'avais appris que dans le groupe qui organisait ça, on avait dit chasser cause dans un congrès, c'est impossible si Vanco et Charleroi n'apportent pas ses voix, c'était quand même la deuxième fédération. Alors, c'est pure supputation, parce que je ne vois pas ce que j'allais aller faire pour lui parler des aéroports. Il était président de Lille, j'étais président de Charleroi. Et donc, c'est sans doute pour un autre motif qu'il m'avait invité. Mais ça, on ne connaîtra jamais la vérité. Et donc, si, voilà, en disant ça, est-ce que je suis virulent? Ben non, je rappelle une rencontre qui était tout à fait particulière. Et je raconte la fin qui ne l'est pas moins. Et on pourrait comme ça, pour Courard, lui c'est encore plus. Courard, c'est l'exécuteur des hautes œuvres du parti, donc c'est lui qui a poussé le décret viseur. Oui, on rappelle que le décret, oui. On allait y arriver pour changer de parti pour une fois, oui, enfin s'il était possible. Mais bon, bien, ça se rejoint. Je passe au-dessus de Courant, qui mériterait pourtant quelques propos désobligeants, enfin, soit. C'est fait. Vous m'invitez à changer de cible et viseur. Viseur, j'ai toujours eu. C'est-à-dire, dans viseur, si vous me permettez, c'est pas exactement, vous le dites vous-même, c'est pas le personnage en lui-même, la personnalité en elle-même, c'est le fait qu'il ait fallu imaginer un décret fait sur mesure pour qu'il devienne bourgmestre alors qu'il avait quelque chose comme 700 voix de préférence. 762 points. Oui, ce qui était à peu près le score d'un des dernières élus de la liste PS. Non, c'est la dernière élue, c'était Colissi, elle avait encore 200 voix de plus que moi. Eh bien voilà. Donc, si on veut parler... C'est encore, oui. Si on veut parler quelques mots de Jean-Jacques Viseur, moi j'ai toujours eu de bons rapports avec lui, ne fût-ce qu'au barreau. Et puis, quand il a été ministre des Finances, il m'a un peu contrarié parce que j'avais inventé un emprunt WAL 11, parce que je trouvais que ça faisait bien pour la phonétique. Il a trouvé que l'assiette des références n'était pas suffisante et donc il fallait WAL 21. Bon, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, jusque-là, il n'y avait pas eu de soucis. Il y en avait encore moins eu. Comme je le raconte, on a fait un accord préélectoral en 2006. Tout le monde a toujours nié que ça se soit passé. Olivier Chastel a levé les brochettes. Qu'est-ce que vous pensez? Nous faire un accord électoral, c'est tout impensable, brimer les électeurs et tout ça. Mais bon, toujours est-il qu'on s'est retrouvé dans une villa près de Couvin, avec Van Gompel de Mac, Chastel, Sonnet et Viseux que j'avais amené pour préparer l'accord de tripartite après les élections de 2006, dont il ne fallait pas de grand politologue pour savoir qu'on allait les perdre suite aux affaires. Effectivement, on a pris cet accord électoral, tout le monde a joué les grands jeux, que rien ne s'était passé. Mais je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même dire les choses, et comme j'ai avoué cette situation. Et puis après, bon, dans la formule qu'on avait concoctée, Viseur était joint des finances. Il en avait les compétences, etc. Donc ça ne mangeait pas de pain dans un collège tripartite d'être joint des finances. Mais puis voilà qu'on invente le décret Viseur. Donc je rappelle pour ceux qui ne se souviennent pas la procédure. Normalement, est bourgmestre celui qui a le plus de voix, puis si celui-là se retire, c'est celui qui est en dessous, etc. Et là, on invente, Courard
Milquet du groupe Magnette, invente une procédure selon laquelle, quand tout le collège démissionne, on peut prendre n'importe qui, enfin n'importe quel, pas n'importe qui, n'importe quel candidat, quel que soit le nombre de voix qu'il a obtenu. Et donc, ils mettent en route ce mécanisme-là, qui est voté au Parlement, le Conseil d'État pourfend le texte, l'opposition de même, et finalement, c'est voté par une majorité socialiste PSC, voulant éviter notamment que Philippe, parce que toutes les éliminations des gens allaient bientôt arriver à lui. Donc, horreur si Van Fils devenait bourgmestre de Charleroi par l'application de l'ancienne législation, donc il fallait la changer. Et donc voilà, Jean-Jacques Viseur, le premier bourgmestre social-chrétien depuis 1830, qui devient bourgmestre de Charleroi avec le nombre de voix que j'indique. C'était un hold-up électoral, une action de la partie classique que je pourfends. À laquelle votre parti a participé, si je peux me permettre. S'il y a eu cet accord, c'est que malgré tout, comme l'indique un accord tripartite, c'est qu'il a fallu que les trois y aillent. Non, c'est un accord bipartite pour la modification législative. Mais moi, je ne dis pas, je crois même que le PS a été à la base de tout ça. Et le PSC, qui n'est jamais en retard de mettre quelque chose à son actif, a obtenu un deuxième échec de sa vie à l'époque. Et donc, voilà, le PS qui est évidemment le premier, le principal co-auteur, les autres sont des complices, co-auteurs de cet acte que je pourfends et que au Parlement j'ai critiqué partout et j'ai toujours critiqué, et je le critique encore aujourd'hui parce que c'est vraiment une situation exceptionnelle. On a modifié la législation pour que ça ne soit plus des arrangements qui désignent un bourgmestre, même si ce n'est pas celui qui a eu plus de voix, on a modifié la loi pour que celui dans le parti principal qui ait le plus de voix, et donc qui est la caution de l'électeur, soit le bourgmestre. Enfin, on a chamboulé tout pour que Viseur soit le bourgmestre. On ne peut pas dire, même Magnette le connaît, que ça a été la meilleure période pour Charleroi. Et puis il a été fatigué, il a eu des problèmes de santé, et il a d'ailleurs dit dans une interview que ce mandat l'avait tué, donc il a démissionné. Il n'était pas fait pour les affaires communales. Et quand il a fallu constituer une tripartite, je me souviens, même si les portes étaient supposées être closes, il y a eu, on entendait bien quand même, parce que ça gueulait un peu, pour le dire poliment, il y a eu une assemblée générale, je ne sais pas sur quelle formule, mais du PS qui s'est tenue à l'Université du Travail. Et vous étiez, sauf erreur, pour autant qu'on ait pu entendre, et je n'étais pas le seul à l'entendre, vous étiez contre le principe de la tripartite, sauf condition vous y mettiez, c'est-à-dire que d'autres partis viennent au pouvoir avec le PS, mais que régulièrement on fasse un genre d'état des lieux pour voir s'il avait été bien utile que le PSC ou le CDH à l'époque y participe, ce qu'il avait apporté, ce que le maire avait apporté. Apparemment c'est passé, mais pour autant que j'ai suivi, je ne me souviens pas qu'il y ait eu souvent des états des lieux où on a dit tiens ben, finalement on s'est trompé, on a dû aller avec eux, mais on aurait aussi bien fait sans, et puis qu'est-ce qu'ils ont apporté vous êtes à supposer bon, qu'il faille, comme il a fallu le faire ici, constituer une tripartite. Vous êtes partisan de cette vision de l'état des lieux. Bon, on va avec d'autres partis, mais il faudrait quand même qu'en cours de route, on puisse dire, si mathématiquement on peut s'en passer, bah, qu'on fasse autre chose, qu'on fasse sans eux, qu'on en prenne d'autres, ou un truc, non? Ou c'est trop compliqué parce qu'il faut des motions de méfiance ou de défiance. Dans le principe que vous aviez à l'époque, vous le maintenez? La vérité historique sur cette affaire, c'est que devant le congrès de l'USC, Magnette éprouvait quand même quelques difficultés à faire passer l'idée de la tripartite. Parce que les militants
sous mon égide pendant des années, mais c'est un de mes mea culpa, estimait que quand on avait un score électoral important, à un moment donné, je rappelle, en 1988, le PS a fait 64%, c'était impensable comme résultat. Ah, les camarades veulent les fonctions, ils veulent qu'on occupe tout le terrain. Et donc, Magnette avait difficile à renverser le Congrès en disant il nous faut un ou deux alliés de plus. Donc, il reconnaît lui-même que je l'ai aidé. Il a dit lors d'un congrès. J'ai pris la parole devant un congrès et j'ai dit moi, je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte, on ne sait rien faire d'autre que de les prendre comme partenaires. Mais je souhaiterais que dans 3 ans, il y ait une évaluation. C'était le mot. Et si l'évaluation n'est pas positive, on change le pacte de majorité. Et donc, sous cette condition-là, toute une tendance de congrès qui était encline à me suivre, a adopté. Et il n'y a jamais eu d'évaluation. Et même, je m'étais trompé sur la technique même, parce que pour que le pacte de majorité soit changé, il faut que les partenaires à l'intérieur acceptent de le changer. Donc, ils auraient pu bloquer. Donc, c'est un aspect juridique qui m'avait échappé. Mais bon, il n'y a pas eu d'évaluation, parce que je crois qu'elle n'aurait pas été excellente. On aurait pu, excusez-moi, on aurait pu aussi demander qu'en face, les partenaires disent bah oui, tant qu'on y est évalué, il y a peut-être aussi des échevins socialistes qui mériteraient d'être évalués après 3 ans, et tant qu'à renouveler, autant qu'on renouvelle tout. Donc. Oui, mais d'expérience, j'ai toujours vu que les partenaires avaient toujours la crainte d'être vidés le coup d'après. Et donc, le régime était très souple et ce n'est pas eux qui allaient demander qu'on évalue des échevins ou la majorité socialiste. Et donc, ça c'est une constante évidemment. Quand vous avez une majorité, il est clair que, mais ça c'est la jurisprudence d'Irupo, il avait la majorité à Mons, il a pris le MR. Et donc c'est devenu, j'entendais une interview d'Ardenne qui disait avec son ton, il dit on m'a convaincu, je suis majoritaire, mais je vais quand même prendre un allié. C'est l'ouverture. Et donc c'est devenu une mode aujourd'hui. Même si vous avez la majorité absolue dans une commune, prendre un ou deux partenaires, diminuer les critiques et le débat au conseil communal et vous présente dans l'opinion publique comme le généreux, l'ouvert, le participationniste. Et parmi les mea culpa que je fais avec le recul du temps, j'ai sans doute été inattentif à cet aspect-là des choses. Il aurait fallu le faire plus tôt. Quitte à avoir la majorité large que vous aviez, il aurait fallu peut-être faire plus tôt. Non, mais en tout cas, ne pas prendre la totalité des sièges dans une société d'habitation, ne pas prendre la totalité des sièges dans une intercommunale, à organiser un certain dialogue là où on n'en avait pas, on imposait nos vues. Donc, peut-être pas quand on a 64% prendre un avis, mais quand on en a 53, peut-être bien. Donc, assouplir en tout cas le fonctionnement. Donc ça, je pense que je n'ai pas mesuré cette nécessité-là à une époque où l'opinion publique ne réagissait pas non plus comme maintenant. Moi, je dis souvent, j'étais le plus grand cumulard. Je présidais tout, les intercommunales, la ville, etc. Ce qui ne m'a pas empêché de faire 25 000 voix. Donc aujourd'hui, je crois que ça ne serait plus possible. Il y a quand même eu une modification dans l'opinion publique. Le rapport que l'opinion a aux politiques s'est terriblement dégradé. Et donc, par exemple... Peut-être pour ça. Hein? Peut-être pour ça. Notamment pour ça. Et parce que, bon, je voyais encore un sondage hier dans une réunion, qu'est-ce que le Wallon apprécie, la nature, la convivialité, qu'est-ce qu'il y a de dernier, les hommes politiques, 7%, qu'est-ce qui est au-dessus, les médias, 9%. Donc je dis heureusement on partage, c'est des approbations
qui sont maintenant force générale dans l'opinion publique. Et en matière d'anecdotes, je raconte souvent, moi, mon opposant principal du temps où j'étais maire, c'était Klaus. Oh, c'était d'une virulence, il sautait sur son siège, il intervenait à tout propos, avec une certaine efficacité, il ne laissait rien passer. Donc je me coltinais Knops aussi, Knops régulièrement. Et alors on a fait cette fameuse descente du Colorado, hein, où à un moment donné, dans les pires remous du Colorado, il a failli passer au-dessus du canot. Et je l'ai rattrapé in extremis. Au conseil communal, je lui rappelle toujours, n'oublie pas que si tu es toujours là à m'emmerder, c'est parce que je t'ai rattrapé au bon moment. Ça tournait plutôt à galéjade. Je voudrais, parce qu'il est prévu que certains et certaines qui sont là posent des questions, s'il est échec, comme on dit dans les journaux bien tenus. Mais je voudrais, je sais que ça se fait ailleurs, on n'a pas la prétention d'avoir inventé quelque chose. Vous proposez 4 noms et vous demandez un podium, c'est-à-dire qu'il faudra bien en éliminer un. Alors, ces 4 noms, il s'agit de 4 présidents du PS. Spitals, Busquin, Di Rupo, Magnette. Alors, si vous pouvez commencer par le 3e, le 2e, le 1er, et on mettra un de côté. Ça ne lui sera pas rapporté, enfin, sauf s'il insiste. Bon. D'abord, je veux rappeler que le président de parti, j'en ai connu 10. Et je suis un des derniers à être rentré au bureau du parti, encore unitaire nationale, en 1970 comme délégué des JS. Et c'était le parti unitaire, il y avait encore Van Eyck, Van Esland, tous les grands bons socialistes. Et j'ai gardé le PV de cette réunion où Léo Collard a démissionné. Et il y a tout un débat. À partir de là, on a eu des coprésidents, le Burton Van Eyck, etc. Donc des présidents, j'en ai connu beaucoup avec leur qualité et leurs défauts. La facilité, évidemment, ça serait pour moi d'éliminer Spitals. Tu aurais pu me le reprocher. Et donc... Soyez pas cruel. Donc je mettrais en un... Donc votre préféré, si je peux dire. Non, le 3e. Le 3e, je mettrais Di Rupo. Le 2e, Magnette, et le 1er, Busquin. Et je l'ai Spitals, avec qui je n'avais quand même pas noué des liens fort fraternels. Je vous remercie. Non sans rappeler que quand même, sans vouloir taper sur le clou, il y a ces quelques mots justement à propos de Di Rupo, dont vous évoquez le fait qu'il est pour la 3e fois ministre-président. Et alors, il y a ces mots qui ne sont pas particulièrement aimables, hein, excusez-moi d'y revenir. Moins par choix que par défaut, parce qu'il fallait continuer à exister politiquement. Lui, il est redevenu ministre-président, moins par choix que par défaut, pour continuer à exister. C'est quand même, dans le genre pas aimable, non ? Continuer à exister. Oui. Ça et le coup du mandat de trop, qu'on a déjà beaucoup servi pour lui et pour d'autres, hein, mais bon, voilà, c'est pas... C'est pas une question d'être aimable, je crois que c'est une... Non, sinon on ne serait pas... C'est pour moi le résultat d'une analyse politique. Ouais. Dès que j'ai côtoyé Elio, auquel, évidemment, dans la colonne positive, je note qu'il a fait de moi un ministre-président 2 fois, alors qu'il y avait une grande pression pour Dardenne et pour les autres. Donc, je ne peux quand même pas éliminer de mon bilan à son propos le fait que si j'ai été ministre-président, c'est grâce à lui. Et une seconde fois. Busquin ayant fait ministre de base. Et donc, dès le début, développant au G7, au G8, dans le sommet socialiste, des idées fort fédéralistes et fort régionalistes, il n'arrêtait pas de me dire « Jean-Claude, ton discours n'est pas audit ».
il n'avait peut-être pas tout à fait tort, parce que dès que vous parlez des affaires institutionnelles à la population, elle pense que ce sont des fantaisies d'hommes politiques et que ce n'est pas une nécessité. Malgré ça, ils ont 300 000 voix à part, et le pays a évolué de façon fédérale comme on sait. Et donc, je n'ai jamais ressenti chez Elliot une vraie fibre régionale. Il est fondamentalement belgicain, il est fondamentalement soutien de la famille royale, et quand il est devenu ministre-président, je dis souvent cette anecdote-là, moi j'avais Wallonie, etc., et il a ajouté sur le papier à lettre Royaume de Belgique. Vous m'avez dit, c'est pas grand-chose, mais c'est exemplatif du fait que pour lui, c'est d'abord le pays qui compte, et que je pense qu'il a accompagné autant Hospital, c'est incroyable, il a dit que le vrai pouvoir est à Namur, et il est venu prendre la présidence du gouvernement wallon, faisant une rupture radicale avec notre pratique ancienne, et il a été un des moteurs de déclenchement du fédéralisme, au-delà de Renard et tout ça. Par l'exemple qu'il a donné, le vrai pouvoir, il est à Namur. Et lui, je ne l'ai jamais senti comme ça. C'est toujours à des moments où il y a eu des crises, etc., que faute de vouloir désigner un autre, il s'est auto-désigné lui-même, parce qu'il a fallu changer le statut du parti pour qu'il puisse présider à un moment donné le gouvernement tout en restant à la tête du parti. Et donc voilà, je le critique d'un point de vue politique, il a le droit de voir sa tendance. Aujourd'hui, il y a des communautaristes, il y a des régionalistes, le débat n'est pas fini au sein du PS sur l'avenir de la communauté française, etc. Dermine, etc. sont les nouveaux régionalistes d'aujourd'hui, et puis il y a les autres qui ne le sont pas encore. Pierre Coupois a toujours, je pense, navigué sur la vague régionale, mais c'est jamais lui qui a insufflé le flux. D'ailleurs, la 6e réforme de l'État, si on se livre à une analyse, est une réforme dans laquelle, finalement, la Wallonie a régressé. Et les concessions qu'on a faites aux Flamands n'ont pas fait terriblement avancer la cause wallonne. Donc, je suis nuancé, c'est pas une critique, voilà, il n'a pas la même opinion que moi, mais dans le Parti Socialiste, il y en a 10 des opinions sur l'institutionnel. Et donc, le tout, d'ailleurs, dans ce qui va arriver avant 2024, c'est d'en faire la synthèse. Parce qu'à Bruxelles, il y a ceux qui sont devenus les nouveaux régionalistes. Moi, j'ai vécu avec Piquet qui était communautariste. Aujourd'hui, il y a une tendance qui reste très belgicaine à Bruxelles. Il y a une tendance qui est devenue régionaliste. Chez nous, il y a les deux aussi. Et à un moment donné, il va falloir essayer de trouver une synthèse. Et c'est cela qui fait que le parti vit depuis des années avec le même slogan « On est demandeur de rien ». Ça m'énerve parce qu'on est demandeur de rien à chaque fois et on bouffe tout après. Donc, ici, j'ai entendu d'un nouveau Manite qui disait « On est demandeur de rien ». Bon. Mais il a été plus nuancé dans une conférence à l'université de Gand devant des étudiants en disant que s'il en fallait une, c'était uniquement pour améliorer le système, éviter des incohérences, faire des convergences entre les politiques. Donc, mais il n'a pas dit qu'il ne fallait pas de réforme intra-francophone. Et comme Derman, je suis de ceux qui pensent, il y a un texte qui vient de sortir pour l'interrégional wallonne et la GTB, dans lequel il dit la solidarité avec Bruxelles est indispensable, mais n'exige pas un gouvernement, n'exige pas un parlement. Peut prendre la forme d'autres accords, de méthodes différentes. Mais ça va être un débat important avant 2024 dans tous les partis. Et ce qui serait terrible, c'est ce que j'ai dit dans une interview récente à la RIB, c'est que qui croit un instant dans cette salle qu'en 2024, si le Vlaanderen Belang et la NVA sont majoritaires en Flandre, ils ne seront pas loin de l'être, qui croit qu'on va leur dire les réformes institutionnelles suivantes, c'est pour 5 ans plus tard. On leur a fait le coup une fois maintenant. Voilà, ça ne se passera pas maintenant, mais aborder 2024 en croyant qu'il ne va pas y avoir un débat de fond, même si on ne le demande pas nous,
initié par les Flamands, ça c'est rêvé debout. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est la situation du PTB. Dont Magnette a dit récemment que c'était le parti tueur au balcon. Je trouve que c'est une belle formule qu'il a trouvée. PTB qui la joue unitariste. Donc, on a un parti qui est devenu, c'est tout à fait une inversion des grandes tendances modernes, qui est devenu tout à fait unitariste et qui convainc, enfin dans les sondages, un certain nombre de gens de souscrire à leur thèse. Et donc, ça aussi, ça ne facilitera pas les choses, parce que ça divise évidemment l'opinion wallonne, déjà que les enragés, les engagés sont pas très chauds, les libéraux, voilà. Donc, comment tout ça va décanter en 2024, c'est très difficile à dire, mais ça sera complexe. Et les 545 jours de Di Rupo pouvaient le dépasser. Bien, merci. Je le disais, mais les questions pourraient venir maintenant. Ah voilà, le micro-baladeur. Quelqu'un aurait une question à part Abdel? Bonsoir Jean-Claude, je suis là. Oui, voilà. J'aimerais te demander, est-ce que tu as tout dit à Didier Albin? Est-ce que tu as tout dit? Est-ce que par pudeur, il n'y a pas des choses que tu as gardées par-devers toi? Et puis l'autre question que j'aimerais te poser, est-ce qu'il y a cette idée qui a prospéré dans l'imaginaire collectif Carolo, qui veut que Vanco, il est passé à travers les gouttes. Il a réussi à passer à travers les gouttes. Est-ce que c'est ton avis? Et si c'est le cas, comment tu as fait ou comment tu n'as pas fait? Oui. Donc la première, c'est est-ce que tu as tout dit? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu as gardées sous le pied par pudeur? Merci. La question est claire, la réponse aussi, oui. J'ai gardé certaines questions sous le couvert de la vie privée ou du secret, parce qu'on ne doit pas laisser tellement dans un livre qui se veut quand même principalement politique, raconter tout ce qu'on a fait sur les différents plans, etc. Je ne raconte pas mes guindages, je ne raconte pas mes quiz, je ne raconte pas tout ce que j'ai fait avec Jean-Pierre Declercq. Voilà. Ça peut intéresser certains, mais ça doit se faire alentour d'une table entre nous. Et une autre question, ça c'est vrai que beaucoup de journalistes et beaucoup de gens pensent que j'ai échappé à tout parce que j'étais le plus malin. Ce qui n'est pas tellement agréable pour les autres, mais c'est ce qu'on dit souvent. Alors, passer entre les gouttes, je signale quand même qu'il a draché pendant 10 ans. Et que sous cette pluie infernale, il faut vraiment être fort malin pour passer à travers toutes les gouttes. Et je crois que avoir les devoirs que le parquet a fait pour essayer de trouver des trucs à me reprocher, à Charleroi, où ils ont ouvert 3, 4, 5 dossiers, ils n'ont rien trouvé, à Namur, ils en ont ouvert un certain nombre. Ils ont consulté les comptes bancaires dans toute la Belgique. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cet effort-là, ils n'en avaient que 2. Ils ont essayé de voir si mes liens ne se trouvaient pas à l'international, dans les paradis fiscaux, etc. On ne les a pas trouvés non plus, parce qu'ils n'existent pas. Et donc, dit que je suis passé entre les gouttes, c'est vrai, mais je pense qu'il n'y avait pas, s'il y avait eu la moindre indice ou élément, tout ça, je crois qu'il s'en serait servi et que je ne serais pas en train de vous dire ici ma grande satisfaction d'avoir été acquitté au bout de 10 ans. Une autre question, un commentaire Oui. Bonjour, je suis un enfant des années 80, un ado des années 80, et j'ai été très séduit par le slogan, je me rappelle à l'époque, « Charleroi, j'y crois ». Quelle est l'histoire de ce slogan? L'histoire de ce slogan, c'est le fait que la fusion de 77 à Charleroi était la plus grande du pays. On est passé d'une ville de 25 000 habitants à une ville de 230 000 habitants.
Je me souviens avoir manifesté dans les rues avec des pancartes comme jeune, non à la fusion. Toutes les communes, le Marseillais, la Guinée, en passant par Gosselies, tout le monde était contre la fusion. On a même eu des contre-propositions d'avoir 4 fois 50 000, etc. À l'époque, tout a fleuri, il y a eu toutes sortes de contre-propositions, mais la loi autoritaire est passée. Et donc, évidemment, quand je me promenais avec une pancarte non à la fusion, je ne savais pas que j'allais devenir bourgmestre X années après. Donc, en ça, j'aurais eu ma pancarte sans doute un peu plus discrète au moment des manifestations.